This is the way. This is the way. This is the way. Ah, je ne vais pas vous mentir, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver son petit Mandalorian le vendredi matin. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Premier acte de vos nouveaux instants de Mandalorian, puisque oui, c'est un grand plaisir, vraiment un plaisir non dissimulé, de couvrir pour vous la deuxième saison de The Mandalorian. Car vous le savez, c'est une série que j'apprécie tout particulièrement, j'avais adoré la première saison, et là je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ce premier épisode, ce n'est qu'un premier épisode, mais on va quand même s'enjailler un petit peu, sensationnel. C'est tout. Si je devais même vous résumer cet épisode en 2-3 mots, ce serait réussir à retrouver l'esprit du grand Star Wars, un maniement parfait d'un univers extrêmement riche, où va se mêler toute la réussite de son premier acte, toute cette beauté qui nous avait émerveillé l'année dernière, au potentiel que pourra probablement avoir la saison 2, notamment par un cliffhanger extraordinaire. J'ai vraiment, et je ne mâche pas ces mots, adoré ce premier épisode qui montre que le grand Star Wars, effectivement, se trouve du côté de Dave Filoni, de Jon Favreau et de tous ces hommes qui aiment l'esprit Star Wars, qui ont compris l'esprit Star Wars et qui savent exactement comment manœuvrer dans cet univers. Donc on va prendre notre temps, on va déguster tout ça puisque c'est un épisode de 55 minutes. Attention, la durée a presque doublé par rapport à la première saison. Il faudra voir si tous les autres épisodes seront du même acabit ou si on retournera vers des épisodes un peu plus courts par la suite. Vous allez voir que pour moi, il faudrait garder ce rythme, déjà pour notre plus grand plaisir, mais aussi pour le développement de ces épisodes parce qu'on va y revenir. Continuer cette narration d'une grande aventure par épisode au cœur d'un fil rouge qui concerne justement l'enfant. Alors l'appellera-t-on encore Baby Yoda? On va l'appeler l'enfant, ils l'appellent tous l'enfant. Eh bien je trouve que c'est une des grandes richesses de la série et attention, on va essayer de manœuvrer chronologiquement dans l'épisode. L'introduction, je vais pas vous mentir, j'aurais juré du Robert Rodriguez. Alors vous le savez, j'aime beaucoup Robert Rodriguez, réalisateur de Desperado, Sin City, Nuit en Enfer, j'en passe et des meilleurs, Spice Kids. Lui c'est pas le meilleur, et il faut savoir que l'ami Rodriguez a réalisé ou réalisera peut-être un ou plusieurs épisodes au cœur de cette saison 2. Par une introduction qui nous emmène dans un environnement délabré, lugubre, où on retrouve uniquement la tendresse de Baby Yoda et le charisme extraordinaire de Mando, qui sont finalement nos deux seuls points de repère dans cet environnement hostile, la colorimétrie assez sépia, la photographie particulièrement chaude, et cette arène immense qui aurait pu limite faire penser au Titi Twister, notamment quand on sait aussi que Robert Rodriguez est un amoureux de catch, et puis alors là, clairement, on a un Gamoréen qui nous fait un suicide dive. Il est bien passé par-dessus la troisième corde. C'est vrai que cet environnement hostile, mêlé presque à de l'horreur, sur le plan final où Mando va arriver juste avant le générique, et on va voir tous ces espèces de chiens, on n'a aucune idée de ce que c'est, hormis ces yeux rouges qui vont venir déchirer l'obscurité qu'il y a derrière lui. Tous ces environnements-là m'auraient presque fait penser au style de Robert Rodriguez, à la colorimétrie, à la photographie d'un Rodriguez, et à cet environnement qui va mêler humour, austérité et presque parfois sensation horrifique. Tout ça évidemment au cœur d'un western, puisqu'on le verra, Jon Favreau nous emmène directement sur un western par la suite. Car oui, cet épisode n'est pas de Robert Rodriguez, mais de Jon Favreau. Et c'est là que j'ai envie de tirer mon premier coup de chapeau. Jon Favreau nous prouve encore une fois après la première saison que 1. Il a compris avec Dave Filoni l'intégralité de l'univers Mandalorian, en mêlant toujours des environnements atypiques, souvent western, à de l'ambiance et à une tension et à une mise en place de la tension et de la mise en scène particulièrement riche. Mais là, ce que Jon Favreau me prouve, c'est qu'en un seul épisode, il va réussir à proposer plusieurs styles cinématographiques différents. Je dis cinématographique parce qu'à ce niveau-là, je pense, on est clairement presque sur du cinéma. Alors, je serai d'accord avec vous, on reste sur Tatooine. Globalement, la grande partie de l'épisode se fait sur Tatooine. On retrouve un environnement désertique qui sont à proprement parler plus ou moins les mêmes qu'on pouvait avoir sur Jakku, sur déjà Tatooine dans la prélogie et dans la trilogie originale, mais c'est toujours fait de façon différente. Cette fois-ci, on est au cœur d'un mouvement de l'univers étendu. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore avec Jon Favreau, avec Dave Filoni et tous ceux qui travaillent autour de The Mandalorian, c'est qu'avec cette histoire, j'ai vraiment l'impression que les scénaristes et les réalisateurs savent pertinemment qu'ils sont au-delà, si vous voulez, de la matrice, au-delà du cahier des charges, et qui peuvent nous proposer simplement une tranche de vie au cœur des événements
présent dans Star Wars. Et c'est tout ce que j'adore, et c'est pour ça que 55 minutes pour moi c'est important. C'est parce que oui, là on pouvait être peut-être un petit peu frustré de ne pas suffisamment découvrir les personnages autour du Mandalorian par rapport à des épisodes de 25 à 30 minutes dans la première saison. Là on pouvait être un petit peu frustré de saluer l'initiative de revenir un petit peu à ce côté des séries des années 2000 où il y avait un fil rouge qui s'étendait sur l'ensemble de la saison mais où chaque épisode avait sa propre aventure. Là pour le coup en 50 minutes on sent que Jon Favreau, qui est aussi à l'écriture de l'épisode, s'éclate complètement. Il a le temps d'arriver sur une introduction particulièrement austère mais qui n'aura rien à voir d'un point de vue cinématographique avec l'ambiance extrêmement western du reste de son épisode. Et là c'est absolument remarquable. Générique, musique du Mandalorian, on est tout de suite happé dans l'aventure. D'ailleurs en termes de musicalité, autant coup de chapeau encore une fois à Jon Favreau de réussir à utiliser la musique toujours avec parcimonie, mais surtout le travail de Ludwig Göransson. Là où on sait que le thème du Mandalorian, et je vous jure j'avais des frissons rien qu'à chaque fois que j'entendais ce thème ou ces petites notes qui venaient amplifier, qui venaient sublimer l'épisode, je retrouvais ces frissons là. Mais là, Ludwig Göransson ce qu'il nous fait, c'est pas uniquement reprendre ces thématiques, mais c'est les transformer dans des sonorités, notamment sur la scène d'intro assez hybride, puis ensuite assez rock, pour terminer sur du western à l'état pur. Et toute cette sensation là musicale s'ajoute au décor, à la richesse de cet univers étendu et à cette histoire de chasser un dragon géant qu'on va retrouver dans la mise en scène. Alors ça j'en ai parlé avec Absolute juste avant de tourner la vidéo. J'avais repéré moi ce gigantisme et il m'a fait justement remarquer que le dernier à avoir fait ça, c'était un certain Monsieur Gareth Edwards quand même dans Rogue One. Cette sensation de mise à l'échelle où on a ce gigantisme du dragon face à l'infiniment petit qui représente finalement l'être humain, ça aussi c'est une prouesse technique de mise en scène. Que ce soit sur un point de vue de réalisation, de photographie ou de musicalité, le western est présent, cet épisode-là nous en met plein les yeux, c'est exactement ce que j'aurais aimé voir pour un opener de The Mandalorian. Et là où la série fait fort, c'est toujours aussi dans ces espèces de petites références à l'univers étendu, voire même de références complètes à l'univers de Star Wars, même pour ceux qui ont uniquement vu les films, mais toujours d'un point de vue extrêmement subtil. Je pense que tous ceux qui ont l'œil, et même les autres, l'auront remarqué, mais le speeder de Timothy Olyphant n'en est pas vraiment un, ça a l'air d'être plus ou moins un réacteur de potes de course. Évidemment, on est sur Tatooine, c'est le genre de petites références qui sont assez subtiles, qui ne servent à rien effectivement dans le scénario à part entière, mais qui sont toujours intéressantes à voir pour des fans de Star Wars. Timothy Olyphant d'ailleurs, qui est quand même un acteur assez charismatique, qui porte l'armure de Monsieur Boba Fett. Alors attention, hein, l'érection n'arrive pas maintenant, elle arrive à la fin de l'épisode. Mais Boba Fett is fucking back! Temuera Morrison, oh putain, comment vous voulez que j'aime pas cet épisode? Ce que j'ai trouvé très fort dans la présence de l'armure de Boba Fett, c'est l'aura qui va en découler, non pas de l'acteur Timothy Olyphant, ou en tout cas de son personnage, mais de l'armure en question. Ce que réussit à faire Jon Favreau par le prisme d'un personnage qu'on ne connaît pas, c'est aussi pour ça que c'est important de garder un épisode de 50 minutes pour avoir le temps de manœuvrer, si vous voulez, une vraie construction de personnage, c'est que par sa construction narrative, par les flashbacks qui vont nous expliquer son histoire, on va retrouver l'armure de Boba Fett et on va comprendre toute l'aura que pouvait émaner du personnage de Boba Fett sur une seule scène. C'est la scène où Cobb retourne dans la cantina avec l'armure de Boba Fett après son flashback, où on devine bien que ses comparses ne le reconnaissent pas tout de suite et voient, je pense, l'armure avant tout de Boba de leurs yeux qu'on semble effrayés. Et par ce regard, on voit toute la peur qui émane de la combinaison de Boba Fett et qui viendra effectivement faire comprendre à tous ceux qui ne voyaient en Boba Fett qu'un personnage secondaire sans intérêt que dans le lore Star Wars, il était craint, redouté, respecté, et je trouve ça génial que par le prisme d'un personnage, sans jouer justement sur le retour de Temuera Morrison au début, mais uniquement dans le non-dit et uniquement sur le fait que l'armure en elle-même puisse effrayer les habitants de Tatooine, on joue sur le mythe entourant le personnage de Boba et sur ce qu'il a laissé dans l'histoire de Star Wars. Car ça, je vous le dis, je suis convaincu que les hommes de la cantina connaissaient très bien le costume, car Boba est une légende et l'ont reconnu avant évidemment de savoir que c'est Cobb. Ce prisme du non-dit par un personnage qu'on ne connaît pas, je trouve qu'encore une fois en termes d'écriture, c'est ultra intéressant. Alors oui, effectivement, la ligne scénaristique principale autour de l'enfant Baby Yoda qui doit être amené à ses semblables n'avance pas, mais quand on a une telle richesse d'aventure, de poésie, de technique, d'enrichir un univers si vous voulez autour d'une histoire par épisode, moi ça je prends. Notamment quand ça me donne une scène finale complètement jouissive, où là pour le coup effectivement c'est le gamin en moi qui parle, mais même en termes de mise en scène, de cadrage, je trouve que l'esthétique est absolument sublime. Voir Mando manœuvrer aux côtés de l'armure de Boba Fett, c'est quand même assez grandiose. Et même en termes de références techniques et d'univers étendu, réussir à proposer autre chose des pillards Tusken, des hommes des sables, en faisant finalement une civilisation que Mando va finir par défendre, en expliquant qu'ils survivent, c'est plus de la vie, c'est de la survie depuis des millénaires dans cet environnement extrêmement hostile de Tatooine, ça ajoute presque de l'empathie à cette mise en place de la tension. Et puis même,
toute cette scène où on va découvrir les pillards Tusken pour la première fois, avec tous ces chiens qui vont arriver et Mando qui va nous faire découvrir un nouveau dialecte, etc. Pour moi, encore une fois, je trouve que Favreau, Filoni et tous ceux qui travaillent là-dessus ont parfaitement compris. Ceux qui aiment cet univers étendu veulent voir dans du Star Wars. On a déjà eu l'univers Skywalker, on a déjà eu plusieurs films qui parlaient et qui manœuvraient autour des mêmes sujets. Là, on a quand même la chance, même si pour l'instant, du moins, c'est plus ou moins dans les mêmes environnements, d'avoir des aventures atypiques qui nous proposent des tranches de vie au cœur de Star Wars. Donc on a pour moi un brillant retour de Mandalorian dans ce qu'il savait faire de mieux, reprendre la machine qui avait servi à faire une première saison qui pour moi était excellente, tout en apportant des nouveautés qui pourront être fer de lance de la saison 2, et qui dit nouveauté, dit ce putain de retour de Boba Fett. Et ça, c'est génial. Il y a énormément de théories, il y a presque un côté mystique à revoir ce plan final avec un Boba Fett, alors qui tire une tronche qui a l'air complètement lessivée. On peut se poser une multitude de questions. Est-ce qu'il se sent meurtri depuis qu'il n'a plus son armure? Est-ce qu'il se sent plus lui-même? Est-ce qu'il avait tellement réussi à adopter ce style Mandalorian qu'il en était presque devenu Mandalorian dans son cœur, alors qu'à la base, dans le canon, etc., c'est vrai que c'est complètement différent. Boba Fett, c'est surtout quelqu'un qui porte l'armure, mais qui globalement n'a que faire de l'ordre Mandalorian en général. Est-ce qu'on va rebasculer vers un Boba Fett qui se sent usé physiquement, qui a vieilli, qu'on voit marqué au niveau du visage? Est-ce que c'est simplement un pèlerinage? Est-ce qu'il est bloqué dans le désert depuis plusieurs années? Depuis combien de temps est-il sorti du Sarlacc? D'ailleurs, mention spéciale, la petite référence, encore une fois, m'a fait sourire, mais quand on apprend que le dragon que va chasser Mando, et qui réussit à vaincre avec un charisme, alors, il y a Mando et le reste du monde. Là, la manière dont il va réussir à se débarrasser du dragon, c'est absolument sensationnel. Alors, c'est un mix entre Dune et Tremors, on peut voir là aussi, encore une fois, quelques petites références à l'univers du cinéma. Je fais un bisou d'ailleurs à tous ceux qui ont vu Tremors, on doit être 8 à peu près. Hein. Mais j'avoue avoir souri à la petite référence disant que le dragon avait dévoré le Sarlacc, comme quoi il y a toujours pire sur Tatooine. Hein. C'est vraiment pas une planète où il fait bon vivre. Mais on peut se poser une multitude de questions sur le retour de Boba Fett, et c'est ça qui est génial, parce que le fil rouge, à mon avis, se situera ici, et Dieu sait ce qu'il peut nous réserver. Comment a-t-il perdu son armure? Va-t-il tout faire pour la récupérer? Est-il simplement fasciné, ou peut-être même jaloux, de l'aura que commence à avoir le Mandalorian pour le reste de la population? Se considère-t-il encore chasseur de primes? A-t-il envie de se rapprocher du Mandalorian? A-t-il eu écho de Baby Yoda, et va-t-il pouvoir aller chercher Baby Yoda parce qu'il a envie de se refaire aussi? Vit-il en ermite depuis longtemps? On ne sait pas. Et tout ça, ça me donne envie d'arriver à l'épisode 2. Vous n'avez pas idée à quel point, parce que c'est exactement ce que je voulais situer en début de vidéo. On a ce que la saison 1 faisait de mieux, mais on a tellement de possibilité d'avoir une saison 2 extraordinaire, parce qu'on sent qu'ils ont mis le moyen et ils ont fait revenir le casting pour. Je trouve ça sensationnel. Et revoir Boba Fett dès le début. Alors nous manque encore Bo-Katan, Ahsoka Tano, Juan Carlo Esposito, Gus Fring. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Critique full positive, effectivement, parce que là, je suis tellement comme un gosse quand je vois cette série qu'effectivement, on pourra peut-être juger mon objectivité. L'art, de toute façon, n'est pas objectif, mais quand bien même, je pense que si on aime l'univers, c'est difficile de dire qu'on n'a pas aimé. Mon place n'est pas un mot, mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves. Un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours les faut qu'il y en a de plus en plus.